bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce mardi. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et tout juste réélu pour un 6e mandat, est mort en fin de matinée des suites de blessures subies au front contre les rebelles qui opèrent une offensive vers la capitale N'Djamena. Alger a condamné et suit l'actualité dans ce pays. À Marseille, un restaurant social et solidaire a été lancé par des ex-salariés d'une grande enseigne américaine de fast-food. Les initiateurs de projets, pour la plupart des membres de notre communauté établis en Algérie, ont apporté leur part de solidarité en ce mois de Ramadan. Et puis le grand format de ce soir concerne l'Algérie qui ambitionne un changement majeur dans l'approche énergétique. La ressource fossile de plus en plus rare nous pousse inéluctablement vers l'exploitation solaire. Les ingénieurs algériens maîtrisent aujourd'hui le processus de fabrication d'une cellule photovoltaïque, mais il demeure un bémol, la matière première, à savoir le silicium, qui est toujours importé de l'étranger. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité de ce mardi. Pour commencer d'abord deux parution au journal officiel. D'abord l'ordonnance numéro 2104 du 18 avril 2021, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 7606 du 9 décembre 76. Cette ordonnance qui porte sur le code des pensions militaires a été publiée dans le dernier numéro du journal officiel. Alors il faut rappeler que lors du Conseil des ministres tenu le 21 mars dernier, le président de la République avait insisté sur la modification de la loi relative aux pensions militaires en vue d'adapter son système et assurer sa pérennité. Le président de la République avait réitéré son engagement à prendre pleinement en charge toutes préoccupations qui sont exprimées à cet égard, conformément aux valeurs de la gratitude pour tous les sacrifices consentis par l'armée nationale populaire. Un autre décret présidentiel publié également lors du dernier journal officiel, daté du 18 avril. C'est un décret qui, lui, porte le numéro 21139, datant du 12 avril 2021, relatif à l'Observatoire national de la société civile, qui a été également publié dans ce journal. C'est un décret présidentiel qui fixe la composition des missions et l'organisation aussi et le fonctionnement de l'Observatoire concernant la société civile. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et tout juste réélu pour un 6e mandat, est mort en fin de matinée des suites de blessures subies au front contre des rebelles qui opéraient une offensive vers la capitale N'Djamena. C'est un événement qui nous est parvenu donc cet après-midi. Les éclairages avec Naïma Chekchek. Cela fait une semaine que cette offensive de rebelles était lancée en direction de N'Djamena contre le président Idriss Déby Itno, fraîchement réélu pour un 6e mandat. Des rebelles pas tout à fait connus et qui suscitaient interrogations et inquiétudes quant à leur dessein. Alors qu'hier lundi, Idriss Déby Itno était officiellement annoncé président du Tchad avec 79,32% des suffrages, celui, mu par la fibre Toubou, très guerrière, était allé aujourd'hui lui-même diriger la riposte militaire contre la colonne de rebelles qui se trouvait à 300 km au nord de la capitale N'Djamena. C'est ainsi qu'il a été blessé et a rendu l'âme lors de son évacuation vers un hôpital de la capitale. Décédé à l'âge de 68 ans, Idriss Déby Itno s'est emparé du pouvoir en décembre 1990 à la suite d'une insurrection armée qui avait poussé l'ancien président tchadien Hissène Habré à fuir le pays. Et c'est au bout d'une période de transition de 6 ans qu'il est élu président pour un premier mandat. Depuis, il est resté 30 ans au pouvoir avant de décéder aujourd'hui et aucune des multiples tentatives de l'en déloger n'a réussi. Toujours grâce à l'aide de la France comme en février 2019, lorsque des rebelles venus de Libye tentent vainement leur offensive sur N'Djamena. En février dernier, 2 mois avant les élections présidentielles, Idriss Déby est accusé de réprimer l'opposition après l'interdiction des rassemblements de partis et de mouvements de la société civile qui réclamaient son départ. Après l'annonce de son décès, un conseil militaire s'est tenu, dirigé par son fils aîné, le général et commandant de la garde présidentielle, Mohamed Idriss Déby Itno, 37 ans. Il est alors mis en place pour remplacer le président tchadien. Et l'Algérie suit avec une grande préoccupation les événements en cours en République du Tchad et s'incline devant la mémoire du président Idriss Déby Itno. L'Algérie appelle tous les fils du Tchad à faire preuve d'un sens de responsabilité et à privilégier le dialogue, seul issue à même de leur permettre de traverser les épreuves actuelles et de persévérer et de
préserver la paix et la stabilité dans le pays. L'Algérie rappelle son ferme attachement au principe cardinal de l'Union africaine sur le rejet des changements anticonstitutionnels, rappelle encore le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les services de la wilaya d'Alger ont arrêté une bande criminelle composée de 8 individus s'adonnant à une activité culturelle subversive financée par une représentation diplomatique en Algérie. Selon le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, cette bande criminelle a réussi, à travers le financement d'une représentation diplomatique d'une grande puissance étrangère, à acquérir des équipements de pointe utilisés dans la production de films et de documentaires provocateurs. La même source a indiqué que les investigations menées dans l'une des institutions financières ont permis d'aboutir à la source de financement étranger de cette association après le parachèvement des procédures légales. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes. À Marseille, un restaurant social et solidaire a été lancé par des ex-salariés d'une grande enseigne américaine de fast-food. Des initiateurs du projet, pour la plupart des membres de notre communauté établie à l'étranger, ont apporté leur part de solidarité en ce mois sacré de Ramadan. Afab Belouchette, reportage. C'est une drôle de façade, au nom encore plus évocateur, qui siège en bas des quartiers nord à Marseille. Cet ancien McDonald's fut réquisitionné lors du premier confinement par d'anciens salariés et de nombreuses associations, puis reconverti en fast-food social et banque alimentaire. Première porte sur notre gauche, c'est ce qu'on appelle le stock sec. Ici, on range tout ce qui est frais. Tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Entre collecte et préparation des colis, ici, c'est au pas de charge que les équipes travaillent tout au long du week-end pour assurer la livraison du lundi. C'est les donateurs qui viennent, qui déposent, quand c'est les particuliers, ou quand c'est les entreprises, on va directement les récupérer. Ou il y a aussi des livraisons qui sont faites pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des camions réfrigérés. En tout, 1200 colis très complets seront distribués comme chaque lundi. Une opération assurée grâce à la plateforme tournante des bénévoles au nombre de 150. Donc il y a une cagnotte qui a été mise en ligne. Et merci aux donateurs et aux donatrices. Grâce à eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne pourrait pas donner aux plus souffrants et aux plus démunis. Donc nous faisons des achats principalement le jeudi chez un grossiste. Une grosse quantité bien évidemment. On a recensé à peu près 1800 familles. Mais on a quand même à peu près 1200, 1300 personnes qui se présentent le lundi. Et les besoins sont énormes dans cet arrondissement marseillais où le taux de pauvreté dépasse les 40%. D'après Jamel, visage emblématique du quartier et champion sportif, elle toucherait davantage les sans-papiers et les étudiants dans la ville. C'est une culture, c'est une éducation. Et c'est surtout des valeurs que nos parents nous ont données. On ne recherche rien. Nos parents nous ont appris à donner, à partager, et on a connu la misère. Moi, j'ai 42 ans, donc je fais partie encore de la génération qui a goûté un peu à la pauvreté, au papa maçon, et ainsi de suite. Donc tout simplement, je retransmets ce que mes parents m'ont laissé. En plus des colis, ce collectif d'associations assure également la distribution de repas chauds à quelques 600 personnes par semaine. Depuis le début du mois sacré, d'autres senteurs se dégagent des cuisines. Et on va dire quoi, un poulet un peu rôti avec des légumes, des aubergines, des tomates, des oignons, des champignons frais. Je suis avec Hatta al Bled, de leur famille, qui ne sont pas tout seuls, et puis ça les réconforte. On est avec eux, on les soutient, on ne les lâche pas. On ne peut pas les laisser pendant le Ramadan, impossible. C'est même pas que les familles, c'est les SDF et les étudiants. Pour eux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Comme on disait, les familles, elles arrivent toujours un peu à négocier. Il vient un jeune ou un jeune sans papier, il va demander à manger, il va demander de l'aide, il va demander de dégage. 1 heure avant la rupture du jeûne, les bénévoles commencent à sillonner les rues de la ville. Équipés d'une shorba bien chaude et de larges sourires sur les visages, ils entament leur maraude au pied de la gare centrale de Marseille. On est à la maraude du cœur de Marseille et on fait ça tous les jeudis soirs en principe. Et pendant le confinement, on le fait le dimanche. Et pendant le Ramadan, on le fait 2 fois par semaine. On n'oublie pas nos amis de la rue qui sont dehors et qui n'ont pas d'endroit pour cuisiner. Donc même pendant le Ramadan, on sert les repas aux personnes dans la rue. Ce soir, 300 repas chauds seront distribués. Mais si les maraudes des cœurs de Marseille est cosmopolite dans sa composition, beaucoup de ses membres jeûnent en ce mois de Ramadan, de même que pour les équipes de l'après-m. Connus pour être un symbole de la lutte sociale à Marseille, ils sont aussi le symbole d'une culture de générosité emportée dans les valises de leurs parents, qu'ils perpétuent à leur tour.
L'Algérie ambitionne un changement majeur dans l'approche énergétique. La ressource fossile de plus en plus rare nous pousse inéluctablement vers l'exploitation du solaire. Alors les ingénieurs algériens maîtrisent aujourd'hui le processus de fabrication d'une cellule photovoltaïque, mais il demeure un bémol. La matière première, à savoir le silicium, est toujours importée, alors qu'en Algérie, la silice comme minerai est disponible avec un taux de pureté très élevé. Reportage Yamina Saïdji. Inépuisable et non polluante, l'énergie solaire est en plein essor, mais son exploitation reste encore chère. En Algérie, un panneau photovoltaïque coûte en moyenne 35 000 dinars. Ce dispositif qui convertit le rayonnement solaire en énergie compte entre 60 et 120 cellules solaires fabriquées à base de silicium, une matière importée qui coûte près de 18 $ le kilo. L'importation, c'est une facture qui coûte cher. Donc on peut facilement voir que si tout est disponible ici, donc si ça va être disponible en termes de matière première qui va nous servir de production du silicium, la facture va être divisée en 2 et 3. Hein, donc ça va être réellement une valeur ajoutée terrible pour l'industrie, surtout photovoltaïque. Le processus de fabrication est pourtant maîtrisé à l'échelle recherche et développement, mais pas encore à l'échelle industrielle. Pour le comprendre, direction le centre de recherche en semi-conducteurs pour l'énergétique. Première étape, le silicium est cuit dans un four à 1450 degrés pour former un lingot. Le lingot sera découpé en 16 briquettes qui seront découpées en plaquettes de silicium appelées wafers. Le processus a duré 48 heures, non-stop. Il a subi les différentes étapes de fusion, traitement et refroidissement. Le résultat est là, sur le silicium lingot qui pèse 80 kg avec des dimensions de 44 cm et 18 cm de hauteur. L'opération de découpe se déroule en 2 étapes, la coupe X et la coupe Y, qui nous permet d'obtenir 16 briquettes de 10 sur 10 cm, 18 cm de la hauteur. Ces briquettes vont être découpées au sein de cette machine. Cette étape consiste à utiliser un fil d'acier de 0,2 mm de diamètre, plus exactement 160 microns de diamètre. Mais à ce stade, le silicium n'est pas encore prêt à entrer dans la fabrication d'un panneau solaire. Il faudra d'abord le purifier chimiquement avant de passer à la salle blanche pour la réalisation de la jonction, plus la couche anti-reflet. Et l'étape, après l'étape de la couche anti-reflet, il faut passer la sérigraphie, c'est-à-dire les contacts externes. Les contacts, c'est-à-dire, parce qu'il y a 2 faces, il y a une face qui est exposée au soleil, on va mettre une grille, ce qu'on appelle une grille. Pourquoi une grille? C'est pour laisser le maximum de lumière pénétrer. En face arrière, on va faire une métallisation complète. On va passer plutôt à la classification des plaquettes, on va passer le simulateur solaire et après, on passe là à ce qu'on appelle l'encapsulation, c'est-à-dire on va faire le panneau solaire. Une technologie maîtrisée, des matériaux disponibles, de quoi réduire le coût et augmenter le rendement des panneaux solaires. Le seul problème aujourd'hui, c'est l'exploitation minière qui fait défaut. Heureusement qu'on a un pays très riche, parce que pays très riche par sa diversité en minerais, donc et concernant le quartz et les sables ainsi que les grès, on a des places hautement pures. Donc c'est ceux-là qui vont nous permettre d'investir déjà dans le photovoltaïque. Il faut dire une chose qui est très importante. Notre but principal, c'est-à-dire de contrarier le problème de l'importation. La production de panneaux photovoltaïques à partir de nos propres gisements pourra concrétiser les engagements de l'État relatifs à la diversification énergétique accompagnée d'une industrialisation 100% locale. 187 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, 122 guérisons et 5 décès également à dénombrer. Et puis un autre chiffre, 19 patients sont actuellement en soins intensifs selon un communiqué du ministère de la Santé. Notez également que 22 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures.
L'infoculture, dans ce journal, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a procédé aujourd'hui même au lancement d'une nouvelle plateforme numérique, lawhati.dz. C'est un moyen pour les artistes d'exposer et de vendre en ligne leurs créations. À cette occasion, la ministre avait procédé à l'achat de la première toile symboliquement. Camélia Belala. De se déplacer vers les galeries d'art pour acquérir un tableau ou une sculpture. Grâce à cette plateforme numérique, c'est l'art qui vient vers vous. En un seul clic, une panoplie de choix d'œuvres artistiques sera mise à la disposition des amateurs d'art. C'est un artiste spécialisé qui nous dit cette œuvre, elle a de la valeur. Et cette œuvre n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'on la met en ligne. Et puis l'artiste lui-même est d'accord. Il nous donne un certificat d'authenticité de cette œuvre. Et ensuite, nous validons cette œuvre. J'espère que ça va y aller, Inch'Allah, je l'espère. Wallah, je l'espère du fond du cœur. Parce que ça aide beaucoup les artistes. Parce que, mais non. Lawhati.dz, cette nouvelle plateforme sera une aubaine pour les artistes touchés par la fermeture des galeries en raison de la pandémie. C'est une première, donc on pense le faire dans tous les domaines, notamment la musique. C'est un moyen de aussi faire connaître nos artistes ici et ailleurs. Et puis cette plateforme sera suivie par des conventions avec d'autres secteurs, notamment le tourisme. Les frais de livraison se font gratuitement et dans toutes les wilayas du pays. Le sport handball, pour commencer d'abord avec les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne, tenue le 12 avril dernier. Ces travaux ont été invalidés par la Commission nationale de suivi du renouvellement des instances sportives nationales en raison de quelques irrégularités. La date et le lieu de la prochaine Assemblée seront fixés prochainement. Il faut rappeler que le président sortant Habib Lebban avait été reconduit à la tête de l'instance fédérale en récoltant 50 voix des 99 voix exprimées. Et puis le football, 3 matchs comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue seront disputés cet après-midi. Le Naht Houssindé a étrillé au stade du 20 août l'AS Ain Blila 4-0. Le MC Magra l'a emporté également largement devant le CS Constantine 3-0, alors que l'Olympique Médéa s'est imposé face à l'AS Ochlef 2-0. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Sahaf Tokom, à demain.